Bonjour à tous. Ce matin, c'était la conférence de lancement du plan de renouvellement des forêts organisé par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Bah, nous, ça fait des semaines, des mois, qu'on demande un rendez-vous à pouvoir, ou simplement pouvoir participer au débat, et on n'a même plus de réponse. Donc, bah, vous allez voir, on s'est un petit peu incrusté. Je crois que le président d'Amicourt voulait reprendre la parole. Je vais demander juste au président d'Amicourt de faire très très court pour donner ensuite la parole à la presse. Monsieur Bongard qui demande la parole. Monsieur... Je présente Monsieur Bongard, un journaliste pour AgriPresse, qui a réussi à s'incruster à cette petite réunion. La parole à Monsieur Bongard et ensuite à Christelle Carrois. Monsieur Bongard, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, c'est Sylvain Angerand de Canopé. Je suis désolé de devoir utiliser ce genre de manœuvre pour pouvoir participer à un débat. Nous avons demandé à plusieurs reprises à pouvoir discuter avec vous, monsieur le ministre. Nous n'avons même pas eu de réponse de votre collègue, madame Bastianelli. Moi, je vais faire très court, vous allez voir. La On vous a pas façon... entendu, Monsieur Bongard. Monsieur Bongard, on vous a pas entendu ça. C'est Sylvain Angerand de l'association Canopé. Ouais. On est obligé de participer de cette façon puisqu'on n'a pas eu accès au débat. Vous avez plusieurs demandes auxquelles on n'a pas eu de réponse. Donc moi je vais faire très simple. Aujourd'hui on a un vrai souci avec les coupes rases. La Convention citoyenne sur le climat demande un encadrement strict de ces coupes rases et de distinguer ce qui relève de problèmes sanitaires, de coupes rases dites de peuplement pauvre. La même demande a été reprise par Madame la députée Anne-Laure Cattelot. Et aujourd'hui, on a un plan de relance qui va distribuer 150 millions d'euros et qui fait une confusion la plus totale. Et on l'a vu aujourd'hui par les différentes prises de parole. On va avoir un plan de relance qui va être basé sur énormément de coupes rases suivies de plantations, essentiellement monoculture. Donc monsieur le ministre et Madame la députée, j'ai trois questions simples. La première, c'est est-ce que vous allez soutenir l'encadrement strict des coupes rases dans le prochain projet de loi Convention citoyenne? Deuxième question, pour qu'on puisse faire notre travail, puisqu'on n'a pas été invité à débattre, est-ce que vous allez rendre public l'ensemble des projets qui vont être financés par cet appel à manifestation d'intérêt, de façon à ce qu'on puisse aller sur le terrain montrer la réalité? Et le troisième point, puisque vous avez rappelé effectivement concernant l'ONF que vous souhaitiez davantage de personnel sur le terrain, très bien, c'est pas ce qui se passe. Et nous, on aurait préféré qu'une grande partie de cet argent il serve à financer de l'intelligence forestière plutôt que des travaux de la mécanisation. Ma question, c'est est-ce que dans le cadre du plan État-ONF, vous allez annuler la suppression des 500 postes qui est prévue et au contraire renforcer les effectifs de terrain de l'ONF? Je vous remercie. Merci. Je répondrai évidemment à toutes ces questions. Laisser le ministre répondre, mais vu qu'on n'a pas vraiment été invité, que nous, on va pas pouvoir contre-argumenter, bah, on voulait faire une petite vidéo complémentaire pour encore une fois vous repréciser notre point de vue et puis bah, faire en sorte qu'en fait les propos encore une caricaturaux de Monsieur de Normandie ne restent pas sans réponse. Voilà. Donc d'abord le contexte. En fait, cette année, ça devait être une année importante pour le débat forestier. Le gouvernement s'était engagé en confiant une mission à Anne-Laure Cattelot, députée de la majorité, pour produire un rapport. Et ce rapport, il devait servir de base à un débat sur les forêts. Ce rapport, il a mis du temps. Il a été finalement rendu en juillet. Il y a des choses qui sont intéressantes, des choses avec lesquelles on est d'accord, pas d'accord. Mais notamment, par exemple, sur la question des coupes rases, clairement, ce rapport dit que il faut mettre fin à toutes ces coupes rases scandaleuses dans des peuplements qui sont pas dépérissants, quoi. Voilà. On propose un encadrement assez clair des coupes rases. Proposition qui a été d'ailleurs reprise par la Convention citoyenne sur le climat. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pendant l'été, un certain nombre d'acteurs de la filière forêt-bois, les coopératives notamment, les propriétaires forestiers, France Silva, ont fait le pied de guerre au ministère de l'Agriculture pour utiliser encore une fois la crise qu'on vivait avec le Covid pour négocier des financements dans le cadre du plan de relance. Et là, on nous annonce 150 millions d'euros qui vont être donnés à la forêt de bois, alors qu'encore une fois, il n'y a eu aucun débat qui a eu lieu sur les critères et autres. Et puis ces derniers mois, on a vu les choses, au fur et à mesure qu'elles sont distillées, se mettre en place, et ces 150 millions d'euros, en fait, c'est un vaste plan qui ne va pas aider à reconstituer les forêts vraiment dépérissantes, mais qui va aussi, et sans doute beaucoup, financer des coupes rases dans des forêts
parfaitement saines, comme dans le Morvan, en Dordogne, dans l'ouest de la France ou ailleurs, pour les remplacer par des monocultures. En fait, c'est pas un plan d'adaptation des forêts au changement climatique, c'est un plan d'adaptation des forêts aux besoins de l'industrie. C'est ça qui se joue et c'est ça qui nous met vraiment en colère. Alors quand le ministre nous dit, bah effectivement, une forêt, ça se cultive, et ça c'est le premier point de désaccord qu'on a avec lui, quoi. Une forêt c'est différent d'un champ. Un champ ça se cultive. Vous semez, vous récoltez, et si après la récolte, bah vous ressemez pas, vous avez pas grand chose, ou alors quelque chose de différent. En forêt normalement c'est différent. En forêt, quand vous coupez des arbres, normalement, vous coupez quelques arbres, ça fait un puits de lumière, et il y a des jeunes arbres qui vont prendre le relais. Vous n'avez pas besoin de replanter, la forêt elle n'a pas besoin de l'homme pour se renouveler. Et c'est ça qui est une différence fondamentale entre l'agriculture et la forêt. Donc pour nous, le mot de dire, le mot la forêt ça se cultive, il est très tendancieux en fait. Il montre bien justement la volonté politique qu'il y a d'assimiler la gestion forestière à de l'agriculture industrielle. Et de remplacer bah, du coup des forêts, encore une fois, existantes, diversifiées par de la monoculture, avec des engins, et en fait quelque chose qui est très très proche de l'agriculture. Donc ça nous va pas. Ça nous va pas et ça mérite débat. Et ça peut pas, encore une fois, être juste expédié via un débat via un débat vidéo. Malheureusement, comme on n'arrive même pas à la voir. Là. Vous voyez, ça a ni queue ni tête cette affaire. Deuxième point, bah, c'est justement sur est-ce qu'on est contre la coupe d'arbres. Voilà, alors ça, c'est un peu le procès qu'on nous fait tout le temps, c'est vous râlez, vous êtes contre la coupe d'arbres. Bah non, non. Moi je suis ingénieur forestier et on pense qu'effectivement, je pense qu'on peut gérer une forêt en coupant des arbres sans détruire la forêt. Voilà. Oui, en France, il faut laisser un peu plus de forêt en libre évolution, clairement, pour la biodiversité, c'est très bien. Mais on peut aussi en gérer une grande partie. On a produit tout un rapport avec mon collègue Gaëtan Dubus, que je vous invite à lire, qui explique notre vision et qui amène beaucoup d'éléments scientifiques justement sur bah, peut-être les stratégies les plus efficaces pour adapter les forêts au changement climatique, répondre aux enjeux de biodiversité tout en produisant du bois. Voilà. Donc non, on n'est pas contre la coupe d'arbres, monsieur le ministre. Voilà. Troisième point, l'ONF. C'est proprement scandaleux, encore une fois, ce qui est en train de se passer, et il faut réinsister dessus, c'est-à-dire qu'il y a des baisses continuelles d'effectifs au sein de l'ONF depuis des années, et ça s'est encore passé la semaine dernière. Les députés étaient contre une baisse cette année de 95 postes qui ont été supprimés. Ils avaient voté contre, le Sénat avait voté contre, et en dernière minute, le gouvernement est revenu en arrière en disant « Ah bah si, on va quand même les couper, quoi. » Voilà. Et là, ce qui se joue, c'est la suite, c'est dans les 5 prochaines années, on parle de 400 à 600 postes qui vont être supprimés, donc vous verrez, j'ai interpellé clairement le ministre là-dessus, hein, vous l'avez entendu, sa réponse, elle n'est pas claire, comme d'habitude. Voilà, c'est du vent, c'est de dire qu'on soutient l'ONF, mais derrière, concrètement, ils coupent les postes. Et ça, c'est scandaleux, et ça montre une certaine vision de la forêt. C'est-à-dire que pour nous, on défend la vision d'une forêt dans laquelle la forêt, il faut des forestiers, il faut des humains, des forestières aussi, qui observent et qui font des choix et c'est ça l'art de la sylviculture. Et c'est très différent en fait de dire, de voir la forêt comme un tas de bois dans lequel on fait venir une abatteuse, on coupe tout, puis vu que c'était un peu compliqué, on met une monoculture. C'est ça qui se joue, c'est vraiment cette vision-là très différente, quoi. Donc oui, pour nous, il faut plus de forestiers, plus de forestières, plus d'intelligence, et on aurait aimé que cet argent, il serve à ça, plutôt à bourriner, à faire de la plantation partout, même là où c'est pas nécessaire. Après, ce que je retiens aussi, c'est la réponse du ministre, qui effectivement s'engage à rendre public tous les projets qui seront financés, ça tant mieux. Parce que nous, on va aller sur le terrain, on va les vérifier, et on va faire savoir ce qui est fait avec cet argent public, et on espère que ça va pouvoir continuer à alimenter le débat et faire en sorte qu'effectivement ce type de pratique ne se reproduise pas. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est quand même un gros passage en force. On sait qu'il y a beaucoup de gens dans la filière qui ne se retrouvent pas avec ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est clairement une victoire du modèle des coopératives forestières et qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté. Je pense notamment à tous les gestionnaires forestiers qui font un travail de qualité auprès des petits propriétaires ou qui ont simplement pas les volumes de clientèle suffisants pour pouvoir candidater à cet appel à projet, puisqu'il fallait ramener un gros dossier avant le 7 janvier avec de grandes surfaces. Ça c'est pas possible quoi. Voilà. Donc en réalité ça va être essentiellement les coopératives.
La direction de l'ONF qui va utiliser ça aussi un petit peu pour pousser les grands plans de plantation. Alors encore une fois, demandez au personnel, demandez aux syndicats, ce qu'ils veulent c'est pas des plantations, ce qu'ils veulent c'est plus de postes quoi, et pouvoir gérer la forêt directement sans avoir à planter quoi. Voilà. Donc je vous laisse avec le ministre. N'hésitez pas à regarder ce qu'on propose sur le site internet et puis on aura toute l'année prochaine pour pouvoir revenir justement suivre ça. On aura le projet de loi sur la Convention citoyenne sur le climat et comptez bien qu'on va continuer à pousser pour pouvoir encadrer de façon très stricte cette question des coupes rases et continuer de se battre aussi aux côtés de l'ONF pour renforcer les postes. Allez, à bientôt! Une culture forestière. Une forêt est un espace qui est un espace d'abord de protection. Comme je l'ai indiqué, je ne sais pas à quel moment vous êtes entré dans la conférence, mais comme je l'indiquais en début de mes propos, la forêt est un espace de protection au titre de son bénéfice environnemental. C'est un espace sociétal et c'est un espace aussi de culture. Quand aujourd'hui vous voyez par exemple que la forêt qui progresse, elle progresse de 0,7 à 1% en superficie par an. Elle a doublé depuis le 19e siècle, la forêt française. Et ça, c'est important que vous puissiez aussi le dire et le relayer, parce que la réalité, elle est là. Mais quand vous voyez au même moment qu'on importe du bois pour faire de la construction bois, aujourd'hui, le bois est importé dans notre pays. Il est importé. On peut se dire, c'est pas grave, parce que nous, on va préserver au motif, encore une fois, d'une gestion qui, même en termes de bénéfices environnementaux, moi je récuse le fait qu'une forêt qui ne soit pas cultivée aurait un meilleur bénéfice. Mais on peut se dire, c'est ce que je dénonçais ce matin sur une grande antenne, une écologie de l'injonction versus une écologie de la raison. On peut se dire, c'est pas grave, nous on va faire. Mais au même moment, les mêmes, je vous mets au défi, diront c'est un scandale parce que la construction bois c'est du béton et la construction c'est trop de béton et c'est pas assez de bois. Les mêmes. Moi je dis qu'une forêt, ça se protège et ça se cultive. C'est un juste équilibre. Et c'est très important. Après sur la question de la coupe rase. La question de la coupe rase, il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que les massifs forestiers sont très différents. Il y a certains massifs forestiers où vous ne pouvez pas faire, vous prenez le pin de Gascogne par exemple, je vous mets au défi dans les parcelles de pin de Gascogne, je vous mets au défi de faire des parcelles du fait de la constitution même de l'ombrage sylvicole, je vous mets au défi de ne pas faire ce que vous allez appeler les coupes rases. Et donc moi je pense qu'il ne faut pas avoir de position dogmatique dessus. Il ne s'agit pas de se dire on arrête les coupes rases. Il s'agit de se dire, et c'est tout l'objet de la charte, comment on fait une gestion résiliente de nos forêts. Mais le débat, moi ce que je regrette, ça ne va pas vous étonner, c'est qu'en fait on a un débat binaire. Vous instaurez un débat binaire. D'un côté il y aurait ceux qui seraient pour les coupes rases et de l'autre côté ceux qui seraient contre les coupes rases. Mais c'est d'une facilité déconcertante de résumer le débat à ça. La question, c'est une gestion résiliente. Qu'au niveau d'une parcelle, parce que vous avez un problème sanitaire comme les scolytes, vous effectuez une coupe rase. Au niveau d'une parcelle, parce que le toit végétal est tel que de toute manière, rien ne pousse au-dessous. Vous ne faites même pas de la régénération naturelle. Et dans ce cas-là, ça peut être un élément de coupe rase. Dire que les forestiers, leur pratique, c'est de favoriser la coupe rase est faux. C'est faux. Aujourd'hui, vous le voyez avec la charte, qu'est-ce qu'on cible dans la charte? C'est justement une gestion résiliente de nos forêts. C'est ça qu'on essaye de faire. De se dire comment vous faites à la fois de la diversification, à la fois de la gestion sur la durée, à la fois de la préservation des écosystèmes, à la fois de la préservation, par exemple, de l'eau dans nos forêts. C'est ça qu'on fait. Mais vous tombez dans une sorte de côté binaire en disant d'un côté il y aurait la coupe rase et de l'autre côté il n'y aurait pas la coupe rase. En fait, moi je pense qu'il y a une grosse différence d'approche qui est-ce qu'une forêt se cultive ou est-ce qu'une forêt ne se cultive pas? Et moi je dis qu'une forêt ça se protège et ça se cultive. Alors après c'est un débat démocratique et je trouve ça très intéressant qu'on puisse avoir ce débat d'un point de vue démocratique. D'ailleurs on l'a au Parlement. D'ailleurs on n'est pas toujours d'accord surtout sur ce sujet. Il y a des propositions de loi, il y a des débats sur lesquels le gouvernement est interpellé sur ce sujet. Moi je ne suis pas et je ne serai jamais dans une politique
du dogmatisme, de l'injonction et pire, de la facilité. Gérer une forêt, c'est complexe. C'est très complexe. Affronter la nature, c'est incroyablement complexe. Parce que vous avez des équilibres à trouver. Résumer une gestion forestière à un acte forestier, c'est trop facile. Je vous le dis comme je le pense. Donc, il n'y a pas, quand vous êtes forestier, quand vous êtes formé au métier de la foresterie, il n'y a pas un truc qui consiste à dire, vous verrez, cultiver une forêt, c'est faire de la coupe rase. C'est pas vrai. Par contre, une coupe rase, c'est parfois, quand vous êtes forestier, un élément, un acte sylvicole qui peut, dans certains cas, être justifié et être nécessaire. Mais ce qui est formidable, c'est que dans vos propos, vous auriez pu aussi souligner le fait que pour la première fois, avec tous les acteurs associatifs, de l'amont à l'aval, des forêts privées ou des forêts publiques, il y a cette charte et ces engagements collégiales qui visent justement à avoir une gestion résiliente de nos forêts. Sortez du débat uniquement sur un acte sylvicole et regardez la complétude de ce qu'on fait. Sortez de cette simplicité pour rentrer sur la complétude de ce qu'on fait. Mais avec grand plaisir d'en discuter plus précisément ensemble. Sur la question des projets, est-ce qu'ils sont publics ou autres, tous les projets sont par définition publics. Hein. Vous savez, moi je ne cache rien. C'est d'une transparence totale. Et d'ailleurs, je vais vous dire, hein, un projet de reboisement forestier, ça se voit. C'est pas comme si on pouvait se dire que c'était des choses qu'on voulait faire en chambre. Un, on n'en a ni l'intention. Deux, ça n'est pas ma méthode. Et trois, ça se voit. Ensuite, sur la question de l'ONF, là aussi, il faut faire... Il faut reconnaître les défis auxquels on est confronté. Et je le disais en introduction, je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure, dans mes propos tout à l'heure sur l'ONF, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Il faut affronter les défis qui sont les nôtres. Aujourd'hui, quel est le défi de l'ONF ? Il y en a plusieurs. Il y a redonner, c'est ce que j'appelais le sens forestier à la maison ONF. Et on sait que c'est important. Et c'était ce que je disais tout à l'heure sur le côté des agents forestiers, plus de personnes dans les forêts, et par contre, on le sait bien qu'on peut faire moins d'administratifs à l'ONF. Ça, on le sait bien, on le sait tous. Deuxième élément, il faut affronter aussi le fait qu'un office, aussi performant soit-il, je vous vois pianoter, je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, je vous écoute. Direct, ce que je fais. J'aimerais pouvoir débattre avec vous, mais malheureusement, je ne crois pas en avoir la possibilité. Donc, je pianote sur le chat, messieurs. Si, vous en avez toujours la possibilité. Et donc, le deuxième élément sur l'ONF, il faut absolument que l'ONF, parce que quelle que soit la qualité de l'office, quand vous avez un office qui chaque année accroît les déficits, sa dette, sa propre dette, elle est là la réalité. Mais la responsabilité politique, au sens le plus noble du terme, c'est d'affronter ce sujet-là. C'est pas d'enterrer la chose. C'est pas de se dire c'est pas grave, circuler, il n'y a rien à voir. Non, on sait bien, et c'est difficile, mais on sait bien que l'ONF doit avoir un certain nombre de réformes. On ne peut pas laisser un office avec des dizaines de millions d'euros de dettes qui s'accumulent chaque année. C'est pas vrai, on ne peut pas le faire. Ce serait là aussi une situation de simplicité que de dire c'est pas grave. Et en fait, c'est quoi la conséquence ? C'est qu'année après année, on laisse la situation se dégrader et qu'au bout d'un moment, même si vous êtes un office, comment vous avez une dette qui est trop importante, eh ben vous devenez dans une impasse. Elle est là la réalité. Et il y a plein, soit d'EPIC, soit d'office, soit d'entités d'État qui se sont passées, pour qui ça s'est passé comme ça, et parfois ça s'est mal passé. Et ça, je crois qu'il faut vraiment l'affronter, mais j'en ai pleinement conscience, avec grande difficulté, au même moment. Le plan de relance qu'on vient de faire va avoir un appui très fort pour l'ONF au titre des replantations. Parce que vous savez, quand vous êtes un agent forestier de l'ONF, que vous êtes devant une parcelle scolitée, et que vous avez les tripes serrées parce que vous vous dites j'ai pas forcément les moyens de reboiser, je peux vous dire que c'est terrible. Le fait d'apporter de l'argent vis-à-vis de l'ONF pour faire ce reboisement, c'est essentiel. Au même moment, mais ça, personne n'en parle. Ça fait des années que l'ONF dit on doit rénover nos appareils de gestion comme le LIDAR. Le plan de relance met 22 millions d'euros dessus.
Bon. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je terminerai juste sur la feuille de route préconise une diversification des essences. Oui, l'AMI ne fixe pas de critères en dessous de 10 hectares, c'est un choix qu'on a fait. Elle fixe les critères au-dessus des 10 hectares. Vous l'avez vu dans les débats tout à l'heure sur le sujet de la diversification, comme c'est un point qui est important. Pourquoi on a pris ce volet-là? Parce que là aussi, il faut s'adapter aux réalités et à deux réalités. La réalité du terrain. Il y a certaines forêts où la diversification est beaucoup plus compliquée que les autres. Et donc imposer des règles binaires qui s'appliqueraient à tous, c'est de la folie, ça ne tient pas compte de la réalité des terrains. Et deuxièmement, parce qu'on a un enjeu également, comme je disais tout à l'heure, avec les pépiniéristes. Voilà. Sur la liste et le côté public, je vois votre message, il n'y a aucun problème, tout est public. Moi, je suis pour une transparence totale, donc j'ai aucun sujet là-dessus. Enfin, Madame Carrois,